Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de nous rejoindre dans ce séminaire. Sans plus tarder, nous allons démarrer la conférence. Merci beaucoup encore pour votre présence. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce programme dénommé l'ASPAT Séminaire. Le LASPAT est un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Pour le LASPAT, la recherche doit être impliquée, éthique et orientée vers une priorité absolue, la construction de sociétés décentes et conviviales. Cela suppose de prendre à bras le corps les défis extrêmement sérieux auxquels les sociétés africaines sont confrontées, défis liés à la décolonisation des institutions politiques africaines, à la structure démographique du continent, aux problématiques de sécurité humaine, de transition économique, numérique et écologique. À cet égard, le programme l'ASPAT Séminaire s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Il constituera une plateforme propice à la production et à la diffusion de connaissances en permettant aux doctorants et chercheurs de divers horizons de présenter leurs travaux et d'enrichir le débat public. Permettez-moi encore de me présenter. Je suis Mamoudou Lamine Djandi, doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, l'ERCDA. Je suis également assistant éditorial à la revue Global Africa et chargé de programme junior au LASPAT. C'est un honneur pour moi d'introduire ce cycle de séminaires qui a pour thème général la politique criminelle des violences sexistes. Il explore les enjeux contemporains de la politique criminelle en matière de violences sexuelles, avec un accent particulier mis sur la politique pénale. Il s'est avéré important pour nous, avant d'attaquer le fond du problème, de nous épancher sur un pan de l'histoire du droit pénal sénégalais. Compte tenu de la place primordiale qu'occupe l'histoire du droit dans les sciences juridiques, cette séance introductive est intitulée « Coutume pénale au Sénégal sous la colonisation, entre tradition et normes religieuses ». Pour approfondir cette thématique, nous avons le privilège d'accueillir le professeur Yamar Samb qui a accepté d'animer cette séance. Professeur agrégé d'histoire du droit et avocat, Yamar Samb est une référence dans son domaine. Il a soutenu sa thèse de doctorat à l'Université de Montpellier, intitulée « Les créations intellectuelles dans les colonies françaises. Un défi au droit colonial, l'exemple de Yamar Samb. Vous êtes l'auteur d'un article intitulé « L'interventionnisme sanitaire des pouvoirs publics en Afrique occidentale française à l'épreuve des épidémies. Le cas du choléra et de la fièvre jaune au Sénégal ». C'était à l'occasion des mélanges en l'honneur du professeur Samba Traoré, publié aux éditions L'Harmattan, Mali, en 2022. Lors d'un colloque organisé par le comité d'histoire de la Cour de cassation française, vous avez présenté une communication intitulée « La Cour de cassation française et la doctrine douanière coloniale ». Dans la Cour de cassation hors métropole de l'Empire colonial à la France d'outre-mer, publié aux éditions Dalloz en 2021. Vous êtes également l'auteur d'un article intitulé « Blaise Diagne et le recrutement des Sénégalais lors de la Première Guerre mondiale », publié aux Annales africaines en 2019. Il y a ensuite deux articles que vous avez publiés en 2017 à la Revue africaine de sciences politiques et sociales. L'un est intitulé « Affaire Albert Jandé, la peine de mort sans procès » et l'autre « Le Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal entre legs colonial et réalité locale ». Il y a aussi une communication que vous avez faite lors du 12e conférence sur la langue et le développement organisée à Dakar les 27 et 29 novembre 2017, intitulée « Regard croisé sur l'accessibilité du langage juridique au Sénégal ». Et enfin, un article intitulé « La réforme de la présidence des tribunaux indigènes en matière civile et commerciale, le juge et l'outre-mer », publié en 2010. Ce parcours reflète votre intérêt pour l'articulation entre histoire, droit et société, ainsi que votre engagement dans la réflexion académique sur des thématiques liées au droit colonial, aux institutions juridiques et aux enjeux contemporains au Sénégal et en Afrique. Avant de donner la parole à notre invité, juste préciser qu'il y aura une séance de questions-réponses après sa présentation. Nous attendons vos avis et questions pour enrichir cette discussion. Sans plus tarder, professeur Samb, vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Mamoudou Lamine Djandi
Je suis tout aussi enchanté d'être l'hôte du LASPAD ce matin. C'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que je réponds à l'invitation de ma collègue et amie Mampen Daba pour échanger sur cette question des coutumes pénales sous la colonisation au Sénégal. Votre présentation est très élogieuse, hein. Nous tâcherons d'être à la hauteur de tout ce que vous avez dit afin que celles et ceux qui nous suivent puissent en tirer beaucoup de bénéfices intellectuels. Alors, cette thématique est très intéressante. Elle a un double niveau. Intéressante parce que c'est une phase de l'histoire juridique du Sénégal qui n'est pas très connue, qui a fait l'objet de beaucoup d'études, mais qui malheureusement n'a pas suscité pendant longtemps l'intérêt des scientifiques. Et pour la phase, pour ce qui est du droit, c'est quelque chose aussi d'intéressant et d'important parce que les positivistes ont tendance, à tort, je crois, à croire que les mécanismes et instruments juridiques sont parfois tombés du ciel, qui sont sortis d'ex nihilo. Alors que quand on revisite l'histoire, pour l'essentiel, sont des mécanismes et instruments qui ont été pensés, conçus à des époques lointaines, ailleurs dans le monde comme en Afrique. Et cette thématique nous donne l'opportunité de revenir aussi bien sur l'histoire judiciaire du Sénégal, mais aussi d'analyser comment, du fait d'une réalité sociale particulière, les instruments judiciaires se sont mis en place pour organiser et régir la vie en société. Contrairement à ce que l'intitulé l'indique, nous allons revenir sur une période qui ne figure pas dans l'intitulé, c'est la période précoloniale. Nous allons ensuite voir la période coloniale et enfin, si le temps nous le permet, j'ai l'œil sur le chrono, d'interroger certaines institutions pénales par rapport au droit positif actuel. Et ce qui marque ce qui interpelle le juriste, le chercheur, quand on regarde cette période que j'ai interrogée, c'est au moment aussi que le Sénégal, on va prendre le cas particulier du Sénégal, sous la colonisation et avant même, il y a toujours eu une certaine tension entre les normes traditionnelles et les normes religieuses. Les normes traditionnelles étant celles que l'Afrique a connues avant l'arrivée des religions monothéistes, notamment l'islam, pour le cas du Sénégal, et les normes religieuses étant celles justement que l'islam, la chrétienté, mais surtout l'islam, a permis de faire entrer dans les mœurs et qui vont finir par devenir même une sorte de baromètre social et de boussole par rapport au bon comportement. Donc, toute cette phase-là coloniale, cette tension a été un peu le curseur entre ces deux normes qui régissaient la vie en société. Les Africains étant bien évidemment africains, mais souvent musulmans, c'est ce qui a peut-être permis de dire au président Houphouët-Boigny, bien des années plus tard, que les Africains sont 50% musulmans, 50% chrétiens, 100% animistes. C'est pour dire, en d'autres termes, que quelle que soit la religiosité de la société africaine, il y a toujours un fond animiste, précolonial, africain qui est là dans l'individu et qui, lorsqu'il y a des soubresauts, des tensions, ce fond-là peut permettre collectivement d'aller chercher des solutions que l'on ne retrouverait pas dans les normes classiques que nous connaissons, qu'elles soient de la religion ou même juste du droit moderne. Alors, la colonisation, il ne faut pas, en bon juriste, il faut aussi qu'on respecte la méthodologie juridique. La colonisation, on le connaît, c'est cette phase qui, au Sénégal, a démarré en 1659 pour se clôturer en 1959 ou en 1960. Donc, plus ou moins en 2 siècles durant lesquels la France est venue en Afrique, est venue au Sénégal pour apporter une mission qu'elle considère comme civilisatrice. Mais
personne ne s'y trompe. On sait que le soubassement de cette mission civilisatrice était justement les objectifs économiques qu'il fallait à cet empire nouvellement constitué de satisfaire après la révolution industrielle. Donc, cette mission civilisatrice, quand elle est arrivée, elle s'est heurtée. Elle s'est heurtée. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a eu une résistance extrêmement forte des coutumes par rapport à ces mécanismes venus d'ailleurs qui nous ont été importés et que le colonisateur a voulu nous imposer. Parce que, en réalité, malgré l'entreprise coloniale pendant 2 siècles, les coutumes ont su garder une certaine splendeur et ont continué à régir la vie des Africains, la vie des Sénégalais. C'était d'autant plus vrai au Sénégal que, du fait de la réalité sociale et démographique du Sénégal, il y avait l'écrasante majorité des Sénégalais qui étaient encore soumises au principe du droit coutumier. Ce sont les indigènes. Les autres, les ressortissants des 4 communes, les Français étant eux soumis au droit moderne français. Donc, ces gens-là ont toujours aussi cherché à neutraliser la mission civilisatrice française, mais parfois même on y reviendra, les normes religieuses, en cherchant des solutions qui peuvent permettre en même temps de sanctionner un éventuel contrevenant au vivre ensemble social, mais aussi en trouvant des mécanismes de permettre à la personne de garder son intégrité physique, au besoin ne pas en aller jusqu'à faire des mutilations, mais au moins lui permettre de ne pas être totalement exclu de la société. Parce que comme la prison n'existait pas encore et que les gens ici ont toujours compris que la sanction infligée à la personne, aujourd'hui la prison pour l'essentiel, doit être juste une phase de transition parce que l'horizon de la personne doit être également une réhabilitation sociale. C'est-à-dire celui qui contrevient aux normes qui régissent la vie à la société ne doit pas être affligé de sorte qu'il ne puisse pas s'amender de façon honorable après méditation sur les actes qu'il a commis, qu'il puisse retrouver sa place dans la société. Et ça, que ça soit les normes religieuses comme plus tard, moins aujourd'hui, bien évidemment, les mécanismes de sanction que nous connaissons. Avant tout cela, les normes traditionnelles ont toujours permis aux individus de pouvoir, lorsqu'ils contreviennent à la vie en société, de pouvoir aussi être dans les dispositions de revenir dans le vivre ensemble. Donc, nous allons interroger tout ça. Si on problématise, c'est comment la vie en société a été régie de sorte que les violations des règles de vie en société puissent donner lieu à des sanctions au Sénégal pendant la période précoloniale et comment le législateur sénégalais a pu peut-être s'inspirer de ce qui s'est passé pendant la période coloniale et précoloniale pour constituer son droit pénal. C'est ça plus ou moins que l'on va aborder. Alors, ce qu'il faut dire d'ores et déjà, c'est que les sociétés négro-africaines connaissaient un système judiciaire suffisamment pertinent et approprié à leur réalité. Après, il y a eu, bien évidemment, beaucoup de difficultés à accéder à cette réalité qui n'est pas suffisamment documentée, mais il y a eu des initiatives, notamment la rédaction des coutumes africaines, qui ont permis de saisir, d'avoir une bonne connaissance de toutes ces réalités qui ont pu exister sous la colonisation. Et ces initiatives, ce qu'elles permettent de montrer, c'est qu'il existait clairement une tradition judiciaire africaine reposant sur le principe selon lequel toute violation de l'ordre public établi par la coutume était passible de sanctions suivant une procédure pénale
acceptée par les peuples. Donc, malgré ce que quelques-uns ont pu en dire, je pense à Sarkozy, à Nicolas Sarkozy, qui a dit que l'homme africain n'était pas suffisamment entré dans l'histoire, ce qui est totalement faux. Il y a toujours eu des mécanismes qui ont permis d'incriminer et éventuellement de sanctionner. Donc, on va prendre quatre séquences pour illustrer notre propos. Le premier, c'est l'infraction en tant que telle au Sénégal durant la colonisation, durant la période précoloniale au Sénégal. Ce qui nous a permis de tenir ce propos, c'est les coutumiers de Matam. On ne pourra pas revenir sur l'ensemble, mais l'exploitation des coutumiers a permis de retenir, par exemple, trois types d'infractions. Une infraction contre les puissances ou contre la puissance publique, une infraction contre la propriété et une infraction contre la personne. Si on parle d'infraction contre la personne, aujourd'hui, la personne qui caractérise, ou si on parle de puissance publique, tout le monde pense à l'État, tout le monde pense au chef de l'État qui est garant de l'unité nationale, garant des institutions, qui incarne en quelque sorte la puissance publique. À l'époque, cette puissance-là était incarnée par un chef, par le chef, qui souvent était un roi, etc., etc. Donc, celui qui avait des velléités pour remettre en cause la stature du chef, ses prérogatives, son statut, était considéré comme étant quelqu'un qui se met délibérément en marge de la société, puisque défiant l'autorité du chef. Ça existait. Et donc, celui-ci était considéré comme étant plus ou moins un traître. Un traître parce qu'il a osé se défier, l'autorité du chef. Et cette personne-là, lorsqu'elle était identifiée et que les faits qui lui sont reprochés étaient caractérisés, la sanction qui lui était infligée dépendait du moment où il a fait acte de trahison. En temps de paix, on considère que ces biens, la sanction devait se limiter à la confiscation de ces biens, et or, en temps de guerre, il devait être passé sous les armes, c'est-à-dire que la peine capitale lui était appliquée. Et en Afrique, on aime à rappeler que ce n'est plus le cas, hélas, mais que la collectivité, la solidarité prenait le pas sur l'individu. Donc, cette réalité se retrouvait aussi dans les sanctions qui étaient infligées, parce que quand une personne était considérée comme un traître et que sa traîtrise a été caractérisée, le village auquel il appartient va subir également les sanctions. De deux choses, l'une, soit le village fait amende honorable, auquel cas le roi dans sa mansuétude peut accorder un droit de grâce, mais si le village ne fait pas amende honorable et soutient explicitement ou implicitement la personne confondue de traîtrise, là, le roi avait toute prérogative à lui infliger des sanctions. Et ça se traduisait par la confiscation au moins de la moitié du patrimoine du village. Et il y a une circonstance aggravante qui tient de la personne accusée de traîtrise. C'est que si, toutefois, on a dit tout à l'heure que la sanction pouvait différer suivant qu'il s'agisse si la commission a été faite en temps de paix ou en temps de guerre. Mais en tout état de cause, si celui qui porte la rébellion était de la même caste que le chef,
ou était quelqu'un qui bénéficie de ses privilèges ou de sa protection, on estime que la grâce n'était pas possible et donc il fallait que la peine capitale lui soit appliquée. C'est une illustration. En ce qui concerne l'infraction contre les biens, aujourd'hui, je donne un exemple d'incrimination de la coutume. Si on prend le cas de l'infraction, quelqu'un commet une infraction lorsque, excusez-moi, il rentre dans un lieu privé sans, au préalable, bénéficier d'une invitation. À l'époque précoloniale, une personne était confondue d'infraction contre un bien, par exemple, le fait de déplacer un objet, un animal plus spécifiquement, hors de sa clôture ou hors de la place qui lui a été désignée. Certains, sûrement les internautes sérères qui vont nous suivre vont dire, bon tiens, c'est normal, ça, c'est les parents de Mampenda, les Toucouleurs, les Peuls, qui tiennent tellement à leur cheptel qui ont dit que c'est beaucoup plus grave de rentrer, de déplacer un animal que de rentrer chez quelqu'un sans invitation. Mais, effectivement, le fait de déplacer un animal de sa place accoutumée était considéré comme, par exemple, un vol avec effraction. Parce que on considère, suivant la coutume Peul, que cet animal se trouve en sûreté dans la clôture d'où on l'a sorti. Donc, autrement dit, lorsque un animal est attaché quelque part, le fait de le déplacer pour n'importe quelle raison est considéré comme étant un vol avec infraction. À contrario, le vol est considéré comme simple si la chose se trouve hors de sa place de sûreté. Donc, à supposer que le cheptel ne soit pas attaché, un animal, une vache, un mouton n'est pas attaché, qui erre ou qui cherche de quoi se nourrir. Là, si on le prend, qu'on essaie de le voler, on considère qu'il s'agit d'un vol simple. Une autre illustration de cette sorte de bienveillance coutumière, c'est le flagrant délit. Le voleur qui est surpris en flagrant délit, dans la tradition religieuse, un voleur, lorsqu'il est attrapé, on doit lui couper la main. C'est ça la réalité religieuse. Or, dans la coutume, le voleur surpris en flagrant délit, la peine qui lui est infligée, c'est outre quelques coups de fouet qu'il appartiendra au juge de déterminer. On reviendra sur les qualités que le juge doit avoir. Le juge peut déterminer un certain nombre de coups, mais ce qu'il faut retenir en principal, c'est qu'il n'y a pas de mutilation, quelle qu'elle soit, mais qu'on préfère lui infliger une amende. Une amende. Et naturellement, le vol simple est moins sévèrement puni que celui commis avec effraction. Et ça, c'est une des preuves que la coutume a toujours été là pour permettre pour essayer en tout cas de permettre aux gens de retrouver leur place dans la société. Pour les infractions contre les personnes, on a vu les infractions contre la puissance publique, contre les biens. Il y avait bien aussi, naturellement, les infractions contre les personnes. Il faut retenir que concernant les infractions contre les personnes, l'exemple
qui apparaît le plus à l'exploitation des, des, euh, des archives vise une catégorie que l'on connaît encore au Sénégal, mais qui l'est moins, heureusement, c'est la sorcellerie ou les féticheurs. J'y reviendrai plus en détail, mais il faut d'ores et déjà retenir que les soi-disant sorciers ou ceux qui, en tout cas, se reconnaissent des compétences pour donner des portions magiques, lorsqu'ils échouent, on considère, lorsqu'ils échouent, que c'est quelque chose de grave, autrement dit que c'est potentiellement une infraction, donc on incrimine la personne et elle est sanctionnée. Comment on le sanctionne? On prend la portion supposée magique qu'il sort de son atelier, on lui impose de l'absorber, il absorbe les recettes en quelque sorte de sa composition. S'il sort sauf de cette épreuve, il doit malgré tout payer une sorte de prix du sang ou subir une sorte d'emprisonnement. On reviendra plus tard sur comment, à l'époque, l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la prison quel était l'équivalent de la prison. Parce que aujourd'hui, naturellement, les principales peines, on les connaît, c'est la prison ou l'amende. Mais à l'époque, quelqu'un qui avait fait quelque chose de suffisamment grave pour mériter ce que l'on peut qualifier aujourd'hui de prison, pouvait aussi subir une sanction particulière. Ça, c'est les incriminations. En termes d'infraction, il est aussi important d'illustrer la tension entre les normes religieuses et les normes traditionnelles par le cas du Fouta. Vous savez, le Fouta, à un moment, il y a eu la révolution des Almanis. Le Fouta a été très tôt en contact avec la civilisation islamique. Les infractions étaient alors, après cette révolution, classées en deux catégories. Celles prévues par la charia et celles qui sont instituées par la coutume à la suite d'une décision ou d'une ordonnance prise dans l'intérêt de la collectivité. Par exemple, une gifle, un coup de poing, une injure, l'usage du bien sans autorisation pouvait rentrer dans la catégorie des peines punies par la charia et qui, en général, ne dépassaient pas une trentaine de coups de corde. Par contre, il y avait ce qu'on appelait, s'il y a des alplars dans l'assistance qu'ils m'excusent si je le prononce mal, le Chouandé. Le Chouandé, c'était une sorte d'ordonnance qui émane du chef traditionnel pris par lui dans l'intérêt de la communauté. Et l'intérêt de cette mesure est important parce que le Chouandé avait pour vertu, à chaque fois qu'un acte pouvait être puni du point de vue de la charia, qu'on lui substitue un mécanisme traditionnel qui prévoit des sanctions beaucoup plus allégées. Beaucoup plus allégées. Un exemple, le rapt de personnes était considéré comme un crime dans certaines ethnies du Sérère, de Ndigem, c'est ce que cite le coutumier. Donc, c'est la peine de mort. Or, au Fouta, en vertu du Chouandé, justement, au lieu de tuer la personne, il pouvait lui être infligé des coups de corde. Et ces coups de corde
étaient les peines qui n'étaient pas prévues par la charia, mais par la coutume. Autre exemple, le rap d'une jeune fille par un tiers dans le but de l'avoir en mariage était quelque chose, excusez-moi, d'admis par la coutume au Sénégal. Il était admis car la personne qui prend la fille en rapt pour l'obtenir en mariage pouvait plus tard, en vertu de cadeaux faits à la famille de la fille, cadeaux qui pouvaient être plus ou moins, en tout cas, équivalents aux cadeaux faits par le premier financier, c'était une sorte d'acte réparateur ou d'indemnisation au premier fiancé et qui pouvait avoir pour vertu de permettre à la fille qui a été enlevée d'épouser celui qui l'a kidnappé. Or, personne n'imagine aujourd'hui quelqu'un, quelles que soient par ailleurs ses intentions, se prévaloir d'un kidnapping pour venir plus tard dire, écoutez, je vais réparer l'acte en donnant des cadeaux. Donc, en termes d'incrimination, on peut le voir, il y a sous le Sénégal précolonial beaucoup d'illustrations qui montrent que la coutume était là en général pour se substituer aux normes religieuses afin de permettre à l'individu, après sanction, de pouvoir retrouver une certaine place dans la société. Mais ce qui illustre le plus ces tensions, c'est moins les incriminations que les sanctions. Il y a, par exemple, beaucoup d'illustrations qui montrent que pour des peines pécuniaires qui consistaient à donner des amendes, beaucoup d'ethnies au Sénégal, beaucoup de zones au Sénégal, on pouvait, au lieu de subir une condamnation par mutilation judiciaire, donner une sorte de compensation pécuniaire. Ceux qui font l'histoire du droit pénal connaissent ce mécanisme, c'est ce qu'on appelle en droit franc et médiéval le Weergeld. Et celui qui reçoit la réparation, c'est important. Ce n'est pas l'équivalent d'une amende qui serait perçue par une caisse collective, mais c'est celui qui est tutelle de la parentèle de la personne qui a subi le préjudice. Donc, au lieu de mutiler la personne, on lui permet de payer une réparation pécuniaire à la victime ou à la personne tutelle de sa parentèle. Il y avait également ce qu'on peut appeler des peines exclusivement morales. Des peines exclusivement morales. Aujourd'hui, en droit positif, on connaît, si on subit, on est victime d'une infraction, on peut aller devant le juge, se constituer partie civile. Si on se constitue partie civile, on peut bien évidemment obtenir réparation, mais à l'époque, ce mécanisme n'existait pas encore, ce qui permettait de réparer un préjudice moral, ou en tout cas d'infliger une peine morale, c'est qu'il y avait des personnes, ces peines morales, excusez-moi, étaient réservées à des personnes, aux personnages influents qui pouvaient se rendre coupables de fautes que leur dignité aurait dû les écarter. Je répète, donc ces peines exclusivement morales sont réservées aux personnages influents, coupables de fautes dont leur dignité aurait dû les écarter. Et la sanction est intéressante parce que on peut y voir même une sorte d'expiation à aller rechercher. Parce que les personnes sont appelées publiquement en palabres, blâmées, repris, et après quoi, on leur fait faire quelques pas nu-pieds
nu-tête. On peut leur demander de retirer leur turban, leur calotte, de se lever pendant que l'Assemblée est assise, et on peut aussi leur demander d'avouer publiquement la faute dont ils doivent demander pardon à la communauté. S'ils sont croyants, bien évidemment, en plus de la communauté dont ils doivent solliciter le pardon, ce personnage qui subit cette sanction morale doit également faire ce qu'on appelle, je ne sais plus comment le dit l'expression là, en tout cas doit demander pardon à Dieu et à l'ensemble des croyants. Et dans ces cas, seul le cadi, là le cadi retrouve une sorte de prééminence sur le chef traditionnel, seul le cadi avait le droit de prononcer toutes ces peines dont la loi n'a fixé que quelques-unes. C'est le meurtre, l'adultère, le viol, etc., etc. Donc, ici, pour le cas des peines pouvant donner à des sanctions morales, il y a l'intervention du chef traditionnel qui a pouvoir de dire vous êtes quelqu'un qui a une certaine place dans la société, vous avez fait quelque chose de répréhensible que votre statut ne vous permet pas. Pour que vous soyez pardonné, il faut que vous fassiez des faits et gestes qui ne sont pas forcément religieux, mais qui vont permettre au regard de la communauté d'obtenir leur pardon. Et en même temps, c'est aussi un moyen de demander pardon à Dieu et à l'ensemble des croyants. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est que ces mécanismes, si on y regarde bien, ont pu inspirer le législateur sénégalais après l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la catégorie des personnes responsables, excusables, en droit pénal, nous avons appris l'absence de discernement, pour ne pas dire les personnes atteintes sur le plan mental, les enfants, etc., etc. À l'époque, il y avait toute une sorte de catégorie dont la responsabilité pouvait être recherchée ou excusée selon le cas. Par exemple, les enfants mineurs. Aujourd'hui, on connaît en droit pénal ce qu'on appelle l'excuse de minorité. L'excuse de minorité. C'est-à-dire une personne qui n'a pas 18 ans, qui commet un acte répréhensible au regard de la loi, ne peut pas être jugée comme si elle était une personne majeure qui bénéficie d'une présomption de discernement total sur ses actes et sur son comportement. Donc, les enfants mineurs de moins de 18 ans qui pouvaient se rendre coupables d'actes répréhensibles n'étaient pas assujettis aux mêmes peines que les majeurs, même si, bien évidemment, ils pouvaient être condamnés à des légères peines corporelles. Et c'était le cas aussi de l'aliéné, en quelque sorte, excusez-moi le terme, c'est-à-dire d'une personne dont les aptitudes mentales, psychologiques sont affaiblies. Cette personne, à l'époque, quelles que soient les choses qu'il pouvait commettre, était considérée comme irresponsable. Déjà à l'époque. Mais s'il arrivait qu'il commette un acte contraire à la vie en société, qui était responsable? Il faut bien qu'il y ait un responsable. Dans ce cas, ce sont ses parents mâles. Donc les femmes on considérait que les femmes n'étaient pas responsables dans ce cas-là. C'était ses parents mâles qui étaient responsables de toutes les fautes qu'il peut commettre. Parce qu'il pèse sur eux la responsabilité de le garder à vue. En même temps,
on peut aussi parler de la légitime défense comme mécanisme qui existait déjà à l'époque précoloniale et repris sous la colonisation. C'est-à-dire que l'indigène qui se trouvait en cas de légitime défense n'était pas responsable des faits qui résultaient de la défense qu'il est obligé de faire pour protéger sa personne, mais spécificité de l'Afrique précoloniale, c'est la possibilité de légitime défense pouvait être également étendue aux actes qu'il peut poser pour protéger également ses biens contre des agresseurs. On sait qu'aujourd'hui, en droit positif actuel, la légitime défense peut être retenue lorsque la personne subit une agression contre elle et qu'elle utilise des moyens proportionnels à l'attaque pour se défendre. Or, à l'époque, outre sa propre personne, le fait de se défendre contre des agresseurs pour préserver ses biens pouvait être également retenu comme légitime défense. Les parents mâles, toujours les parents mâles que l'on appelait à l'époque les gorols. Je ne sais pas si l'expression est encore usitée dans les espaces alpulaars. Les parents mâles, on a dit tout à l'heure que pour la personne dont les aptitudes mentales est affaiblies, la responsabilité pouvait être engagée, pouvait également se trouver mise en cause lorsque une personne de leur communauté, jouissant de ses facultés mentales, a commis un crime, mais que par la suite, il s'enfuit. Parce que lorsqu'il s'enfuit, l'obligation de rechercher le criminel ne pèse pas sur le chef, ni sur les agents du chef, mais pèse sur les parents de la personne ayant commis le crime qui doivent le rechercher, tout au moins à aider la justice à le découvrir. Aujourd'hui, si on fait le parallèle avec le droit positif actuel, l'incrimination qui se rapprocherait de ce que l'on vient de décrire, c'est peut-être la non-dénonciation de crime. Mais ça limite là, parce que vous n'avez pas l'obligation, si vous êtes au courant d'un crime, vous avez l'obligation d'en informer l'autorité, mais aucune responsabilité ne pèse sur vous pour aller aider par vos moyens la justice à retrouver la personne incriminée. Donc, non seulement vous aidez la justice à le rechercher, mais aussi les parents mâles de la personne sont civilement responsables, en particulier pour le paiement du prix du sang à verser par un membre de la famille en cas de meurtre ou de coups et blessures. Et lorsque, par exemple, la personne coupable n'a pas des moyens suffisants pour verser le prix du sang, qui est un acte de compensation, ce sont ses parents mâles qui devaient également, sur lesquels il faisait l'obligation de compléter le paiement commencé avec les biens du coupable. De la même manière, l'ensemble du village auquel appartient le criminel et l'ensemble du village est responsable de tout ce qui se commet dans le village ou dans les parages si l'auteur inconnu est censé faire partie de cette collectivité. Autrement dit, si quelque chose se passe dans un environnement précis, qu'on n'arrive pas à déterminer qui en est le responsable, la présomption de base, c'est que la collectivité, la communauté et donc le village est collectivement responsable du fait qu'un acte puisse s'y commettre et qu'on n'arrive pas à déterminer qui en était l'auteur.
de façon plus élastique. L'ensemble des villages qui peuvent parfois, et ça se voit dans les archives, qui peuvent parfois être éloignés les uns des autres, issus de la même collectivité, ont des responsabilités civiles communes. Un crime commis dans un village ou ses environs et dont l'auteur est inconnu, un vol dans les mêmes conditions, un feu de brousse causant des dégâts dans les dépendances du village, etc., engage la responsabilité collective des villages où ces faits se sont produits. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un vrai, une sorte de, je ne sais pas si je veux parler de schisme, en tout cas, une réalité différente par rapport à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la responsabilité pénale repose sur des principes quasiment sacro-saints, c'est l'intention, mais c'est aussi la responsabilité individuelle. Et si on extrapole par rapport à l'origine, si on fait du droit comparé, par exemple, avec droit, le droit de l'époque babylonienne, à cette époque-là, la collectivité pouvait aussi payer de par la faute commise par l'un de ses membres. C'est quand les religions monothéistes, d'abord la religion juive est arrivée, qu'il y a, et on peut même retrouver les explications dans le Coran, qu'il a été retenu que les enfants ne peuvent plus payer pour la faute de leur père. Donc, par extension, en Afrique, nous avions donc une réalité quasiment similaire, pour ne pas dire identique, c'est que l'homme africain étant un homme de la collectivité, s'il commet un forfait, c'est l'ensemble de la collectivité qui doit payer, et si on ne le retrouve pas, c'est l'ensemble de la collectivité qui est également responsable. Alors, par rapport à la détermination du juge, je ne sais pas combien de minutes il me reste, Mamadou Lamine. Je regarde mon chrono. Pardon? Vous pouvez poursuivre. OK. Donc, par rapport aux juges compétents, aujourd'hui, les magistrats sont recrutés de façon assez conventionnelle. Il faut être titulaire d'une maîtrise en droit, s'inscrire au concours du CFJ, et si vous avez la chance d'être reçu, vous suivez le parcours, etc., etc. En Afrique, à l'époque, au Sénégal en particulier, l'on se doute bien que le juge compétent, c'était d'abord le chef. Après, libre à lui de déléguer ses prérogatives. Mais la valeur du chef, c'est aussi d'être en mesure de rendre une justice, quelle qu'elle soit, civile, commerciale ou pénale. Mais en réalité, cette escalade, même si elle était vraie, la justice, quand on parle de juge, on parle d'abord du patriarche dans son lignage qui dit le droit et qui tranche les différends d'ordre domestique. Le pater familias. Donc, c'est à lui qui revient, lorsqu'il y a un litige, d'entendre les parties, de veiller à chacune d'entre elles puisse donner sa version et dans sa sagesse de proposer une solution. Mais le juge, dans la société traditionnelle, c'est aussi un représentant du roi, et c'est surtout un représentant du roi qui connaît les pratiques locales et qui est saisi lorsque le litige dépasse le cadre domestique. Tant que c'est domestique, le père de famille
le pater familial intervient, le patriarche. Au-delà, c'est un représentant du roi. Et troisième étape, domestique locale, quand l'affaire est suffisamment importante, là, c'est le roi lui-même qui est faiseur de justice en qualité de maître de la justice. Et quand le roi est saisi, il ne peut l'être que lorsqu'il s'agit de différends dont l'intérêt dépasse le cadre domestique, le cadre local, mais peut être élargi à l'ensemble de la collectivité étatique. Ces trois niveaux de juridiction, si on le regarde bien, ont en commun d'interpeller plus ou moins directement le système de croyance. C'est important, le système de croyance. Le chef de lignage, c'est d'abord le patriarche par son âge. C'est la personne la plus proche des ancêtres. Le patriarche est parfois même considéré comme une sorte de prêtre. Parce que c'est lui, le patriarche, qui initie au système de croyance et c'est généralement lui qui entre en communication avec le monde des ancêtres lorsqu'il y a différends pour trouver une solution. Donc, dans le lignage, ce patriarche remplit la fonction de jurisconsulte et il a un pouvoir de juridiction qui lui permet de trancher les litiges quand ceux-ci ne font pas intervenir des tiers. Le procès pénal africain, lorsqu'on y regarde bien, a toujours une dimension mystique. Une dimension mystique qui interfère dans la sphère juridique. Et là, qu'il soit le patriarche ou qu'il soit le représentant du roi ou le roi lui-même, parce que, rappelez-vous, le roi africain, quand il meurt en Afrique de l'Ouest, la société est amenée à fonctionner en son contraire, en violation de ses lois fondamentales, le temps que dure l'interrègne. Donc, le roi africain a toujours une dimension mystique. C'est pourquoi certains auteurs parlent d'inversion sociale. Parce que à la mort du roi, les lois fondamentales sont momentanément abolies. On pouvait voler, commettre l'adultère, faire ce que l'on voulait. En conséquence, tant que son successeur n'est pas désigné. Donc, le roi lui-même est la personne qu'il délègue par extension, de même que le patriarche qui, par l'âge, est proche des ancêtres, ne peuvent revêtir les habits de juge que parce que ils sont vus, au moins considérés, comme étant des gens qui ont une grosse tête. Pour ceux qui nous regardent, il ne faut pas se focaliser sur ma tête, qui n'est pas aussi grosse que ça, mais quand on parle de grosse tête, c'est parce qu'on considérait que celui qui juge ne peut pas être qu'un être humain lambda. C'est un patriarche, auquel cas il a une connexion directe avec les ancêtres. C'est le représentant du roi. Il est donc, par extension, il bénéficie des pouvoirs mystiques du roi. Lorsqu'il est le roi, on considère qu'il est l'incarnation de la divinité sur terre. Donc, par conséquent, ces gens-là, on considère que ce ne sont pas des personnes lambda et que donc ils ont de grosses têtes. Peut-être qu'on devrait revenir à ces réalités en droit positif actuel. Et cette tension, on le retrouve aussi, c'est important dans la preuve en droit pénal africain. Parce que en droit pénal africain, c'est extrêmement important de regarder les moyens de preuve. Pourquoi? Parce que dans le chapitre des infractions capitales, l'on peut citer l'anthropologie, l'adultère, le meurtre, de même que le vol caractérisé.
le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, morale, mentale, etc. Tout ceci doit être regardé comme des droits naturels de la personne et en tant que tel garantis par la société. Et justement, lorsqu'il y a des atteintes à ces droits naturels, lorsqu'il y a un ensemble d'indices suffisants, il y a alors, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, nécessité de prouver non pas la culpabilité, mais l'innocence. Donc, il y a en quelque sorte un renversement de la charge de la preuve. Ce n'est pas à la société d'aller rechercher la culpabilité de la personne, on le présume puisqu'il y a des indices suffisants, mais il lui appartient à lui d'établir son innocence. Et là, on se retrouve plus ou moins dans une réalité qui n'existe plus par rapport à la charge de la preuve. Ce sont ce qu'on appelle les ordalies. Mes étudiants en deuxième année le savent bien, c'est quelque chose sur laquelle je reviens chaque année. À l'époque, pour la charge de la preuve, elles étaient de deux sortes. L'ordalie, on le sait, quand elle est unilatérale, elle peut plus ou moins n'être réduite qu'à la personne présumée coupable. Elle pouvait être aussi bilatérale, auquel cas, dans d'autres pays, dans d'autres réalités, c'était le duel judiciaire. À l'époque, au Sénégal, les épreuves pouvaient être de deux sortes. Ce qu'on appelait l'épreuve de l'eau ou du poison et l'épreuve de l'arbre. L'épreuve de l'eau est très simple. En général, elle était pratiquée, réservée au cas d'accusation de sorcellerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un indigène accuse un autre d'être sorcier et de lui avoir causé par des pratiques de sorcellerie un dommage quelconque, perte d'un parent, pour les Peuls, je dirais perte d'un animal, les deux parties, pour résoudre le conflit, peuvent s'entendre pour soumettre l'accusé à l'épreuve de l'eau. Comment ça se passe? On prend l'accusé, on l'amène chez un féticheur connu, et là, la personne accusée, l'indigène accusé, doit avaler un breuvage préalablement préparé par le dit féticheur. Si le prétendu sorcier conserve le breuvage après l'avoir absorbé, on considère que l'accusation qui est portée en son encontre est donc exacte. Et alors, par conséquent, il doit payer à la partie adverse une indemnité fixée conventionnellement par les deux familles à titre de dédommagement du préjudice causé par ces pratiques de sorcellerie. Dans le cas, par contre, où l'accusé rend le breuvage après l'avoir absorbé, on en tire la conséquence que l'accusation qui est portée à son encontre était alors fausse. Et qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant. C'est-à-dire que là, il reviendra aux personnes qui l'ont accusé à tort de procéder à la réparation du préjudice moral pour l'avoir accusé à tort. Et l'épreuve de l'arbre, par contre, est beaucoup moins culinaire et plus aimable. On peut dire qu'elle est presque idyllique. Elle n'en est pas moins à redouter. Pourquoi?
Parce que dit-on que c'est même plus terrible que le parjure. En quoi elle consiste? Je ne sais pas si c'est encore le cas. C'est intéressant que quelqu'un qui est du coin nous le confirme. En tout cas, il paraît qu'il exista au village de Bandia, chez les Sérères Safin. Apparemment, ce serait sur le bord de la route de Thiès vers Popenguine, un très vieil arbre que les Sérères prétendent même comme étant éternel. Il semblerait que leur divinité y a élu domicile et en habite le tronc sous la forme gracieuse d'essaims d'abeilles. Lorsque deux indigènes ont entre eux un différend d'une nature quelconque et qui paraît insoluble, ils arrivent généralement à se mettre d'accord pour régler par l'épreuve de l'arbre leur dit problème. Chacun d'eux va se faire accompagner par des témoins pour se rendre au jour fixé à Bandia. Il y a là-bas le maître de l'arbre, un grand prêtre qui a pour fonction d'interroger la divinité de l'arbre. Et en sa présence, devant les témoins et les gens du village assemblés, les parties vont venir, chacune exposant son litige. Le prêtre va alors leur demander est-ce qu'elles sont prêtes à aller prêter serment devant l'arbre et va les prévenir que le parjure reconnu en ces lieux, c'est-à-dire devant l'arbre, s'expose à des châtiments mystérieux et extrêmement terribles. Paraît-il que devant l'insistance des témoins, il n'est pas rare qu'en ce moment, quelques coupables pris de frayeur reculent et vont faire l'aveu de leur délit, tellement qu'ils redoutent les châtiments de l'arbre. Il est arrivé aussi, semble-t-il, que souvent, même les parents de la personne mise en cause s'entendent pour offrir à la partie adverse un dédommagement suffisant pour ménager le membre de la famille de l'épreuve de l'arme. Mais si les deux parties persistent dans leur volonté de prêter serment, le prêtre les amène au pied de l'arbre. Ils s'associent chacun d'un côté la face tournée vers l'arbre, au pied se trouvant des pierres. Et le maître de l'arbre, après avoir fait ses libations, va frapper l'arbre d'où des abeilles vont sortir et celui qui va être piqué en premier par les abeilles est considéré comme étant la personne coupable. Et lorsque la personne que les abeilles vont identifier comme coupable avait préalablement prêté serment pour réfuter les actes qui lui sont reprochés, on considère qu'il est dans un cas de parjure, et là, la sanction est encore beaucoup plus grave, car ce ne sont pas les hommes qui vont le punir, c'est Dieu lui-même. Et les chroniques rapportent, j'en sais rien, qu'il est arrivé que des personnes subitement retrouvent foudroyées ou qui subitement perdent l'usage de la vue ou qui subitement perdent l'usage de la langue. Je pense peut-être qu'en ces temps de reddition des comptes, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que si l'arbre est encore à Bandia, ce sont des mécanismes qui pourraient être usités. Alors, avant de conclure, les archives nationales offrent de véritables exemples de décisions rendues par les juridictions de droit moderne à l'époque coloniale. Ce qui est aussi intéressant de retenir en termes d'incrimination, c'est que quand
la colonisation est arrivée, il y a eu l'instauration des tribunaux de droit locaux ainsi que les tribunaux de droit modernes. L'objectif de la colonisation était surtout d'ailleurs, d'amener les indigènes à renier leurs propres coutumes pour se faire juger par un droit français, donc un droit dit moderne. Et quand on parle à l'époque de coutumes, il fallait entendre deux types de coutumes. Il y avait les coutumes traditionnelles et les coutumes dites islamisées, islamiques ou islamisées. Or, pour l'essentiel, où les indigènes, quand il y avait conflit entre les coutumes traditionnelles et religieuses, pour l'essentiel, faisaient le choix de se faire juger suivant leurs coutumes traditionnelles, et lorsque il s'agissait de coutumes islamiques et de droit français, pour l'essentiel, ils étaient toujours enclins à se faire juger suivant les dites coutumes au lieu de se faire juger par le droit moderne. Et comment le colonisateur a essayé de régler ce problème? Il a été mis en place une chambre spéciale à la cour d'appel de l'AOF qui s'appelait la chambre d'homologation. Quel était son rôle? Son rôle était de censurer tout jugement, toute décision qui était estimée contraire aux principes du droit français. Et c'est dans cette optique, par exemple, que des individus ou un individu qui était poursuivi pour des actes d'anthropophagie, je cherche la référence, je crois que c'était le tribunal de deuxième degré des Ziguinchor dans la province de Brin-Séléki, des personnes qui ont été poursuivies pour des actes d'anthrophage qui devaient être véritablement sanctionnées. Mais naturellement, le tribunal de droit moderne, la chambre spéciale ne pouvait pas reprendre à son compte ce terme d'anthropophagie. Donc, quelle était l'incrimination? L'incrimination dans ces cas, pour des cas similaires, était toujours l'assassinat. On se considère que on requalifie l'anthropophagie en assassinat et c'est ça qui va permettre au juge de donner les sanctions équivalentes. Et après cela, il y a eu bien évidemment l'indépendance, les indépendances. J'ai rappelé ce matin aux étudiants que lorsque l'indépendance est arrivée, les premières autorités politiques ont voulu avoir une sorte de droit du développement. Ça a été le cas du COCC où des mécanismes traditionnels, contractuels traditionnels ont été écartés, le contrat de Navetan, le contrat de Berger, etc., etc. Pour le COA, on connaît l'histoire. Les contrats administratifs, on les connaît aujourd'hui, qui n'a été touché que je pense une fois ou deux fois. Pour le code de la famille, je le disais ce matin, moi, la ligne que je défends, c'est que c'est très facile d'incriminer les chefs de religieux d'alors, alors que le Sénégal, l'État sénégalais avait pris le parti de transposer au Sénégal un code de la famille qui était fait pour la France de Napoléon. D'ailleurs, j'avais fait une communication. Napoléon sort de ce code parce que quand on regarde le code de Napoléon de 1804, quand on interroge les travaux préparatoires, on se rend compte que c'était un code qui était fait pour une société misogyne, sexiste, etc., etc., et qu'on a repris sans essayer d'interroger ou de puiser dans nos ressources matriarcales. Et c'est aussi le cas aujourd'hui du code pénal, dont les incriminations sont quasiment similaires ou identiques aux incriminations qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel pays occidental. Donc, ce genre de thématique permet à deux vertus. D'abord, elle permet cette thématique de voir que
aujourd'hui les solutions qu'on considère comme étant des solutions de droit positif, en réalité, ce sont des instruments, des outils qui ont toujours existé avant la colonisation et qui ont su amener une vraie résistance au droit moderne parce que reflétant au mieux le fait que la dignité humaine, quelles que soient par ailleurs les imperfections de l'homme, permet cette dignité humaine de pouvoir toujours faire revenir l'être humain dans la société, en imaginant bien sûr des sanctions. Et là aussi, pour vertu, aujourd'hui, à l'aune du débat actuel, du droit positif actuel, de voir que finalement, le droit que nous avons mis en place n'a pas non seulement atteint les objectifs qui étaient assignés, c'est-à-dire d'être des droits du développement, mais aussi sur le plan sociétal, ne permettent pas d'avoir une société équilibrée en termes de droits et de devoirs entre, par exemple, les hommes et les femmes. Je ne sais pas si j'ai été trop long, Mamadou Lamine Djandi. C'est un thème sur lequel il y a encore tant de choses à dire, mais je m'en arrête là pour le moment. Et s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Vous avez raison, le thème est très intéressant. Non, vous n'avez pas été du tout long. Nous aurions même aimé vous donner encore 1 heure de plus, mais bon, comme nous sommes tenus aussi par des contraintes de temps. Alors, nous avons eu quelques réactions au niveau du chat. Les gens, pendant votre allocution, ont eu à faire des commentaires par rapport à ce que vous disiez. Mais avant d'y venir, j'aimerais vous poser une question. Vous nous avez parlé de la période précoloniale, ensuite vous nous avez parlé de la période coloniale en terminant. Pour vous, comment l'administration coloniale a-t-elle transformé les systèmes de justice coutumière qui existaient avant son arrivée? Comment est-ce qu'elle est arrivée à imposer son système juridique? Je n'ai pas bien compris, Mamadou Lamine. Qu'est-ce qui est arrivé à imposer son système juridique? Le système colonial, l'administration coloniale. Oui. Comment est-ce qu'elle a fait pour imposer son système juridique? Alors, comme je disais tantôt, hein, je crois qu'il faut vraiment, je ne sais pas si c'est atténué. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le système juridique colonial, quand bien même il a été en quelque sorte imposé de par ses institutions, parce que du fait de la colonisation, l'autorité coloniale a fait la main pour imposer une organisation institutionnelle et sociétale. Mais pour autant, comme je le disais, quand elle s'est rendue compte, l'administration coloniale, que les indigènes, il ne faut pas oublier que le Sénégal aussi, à cette époque-là, était réparti en 3 catégories de personnes. Il y avait les indigènes qui relevaient du régime de l'indigénat. Il y avait les ressortissants des 4 communes qui avaient une sorte de citoyenneté hybride, français, de par leurs droits civils et politiques, mais qui étaient encore indigènes du fait qu'ils avaient bénéficié d'un statut réservé en matière de filiation, de succession, de mariage, etc. Et 3e catégorie, les Français métropolitains eux-mêmes qui relevaient exclusivement du droit français. Donc, le fait est que pour les ressortissants des 4 communes, par exemple, si le colonisateur s'est résolu à le reconnaître aussi le fait qu'ils puissent continuer à bénéficier de leur côté indigène en matière de droit, c'est parce que les institutions indigènes, juridiques et judiciaires étaient extrêmement résistantes. Encore une fois, pour l'essentiel, les indigènes ont toujours cherché à se faire juger en cas de différend suivant les mécanismes du droit coutumier. Après, comment le colonisateur a fait? Il a mis une sorte de censure en place en vérifiant pour chaque décision rendue, en lui permettant de recevoir, les positivistes diront, un exéquatur, que lorsque ces décisions étaient conformes aux principes
du droit français. Mais le résultat est que c'est moins le colonisateur qui a pu neutraliser les droits indigènes que l'État sénégalais lui-même qui, lorsqu'il s'est mis en place en 1960, a décidé de creuser un grand trou et de mettre tous les mécanismes quasiment juridiques indigènes dedans et de le remblayer. Donc moi, j'estime pour ma part qu'il n'y a que le colonisateur a essayé en imposant des institutions, mais que pour autant les indigènes ainsi que leurs mécanismes coutumiers ont fait preuve d'une belle résistance que le colonisateur d'ailleurs n'a pas réussi à vaincre. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle à l'audience qui nous écoute que s'ils veulent prendre la parole, ils peuvent lever la main et participer à cette discussion. Durant votre allocution, on a eu une intervention, quelqu'un a eu à confirmer, c'est Aminata Bayan, en disant que c'est ce que l'on retrouve en Casamance dans la région de Ziguinchor. Plus précisément, je pense que c'est quand vous faisiez référence au fait que le pouvoir de juger était confié à des personnes qui sont sages, qui ont de grosses têtes. Il faut lire la métaphore, mais pas nous prendre au mot. Mampenda, vous avez levé la main, je pense que vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Dandy. Bonjour, très cher prof Yama. Merci vraiment. Merci pour l'honneur et le cours magistral, extrêmement puissant. Vraiment, ça valait qu'on passe la matinée du samedi à t'écouter. On a gagné toute notre semaine. Vraiment. Merci infiniment, prof. Prof, moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire quand tu disais, en fait, que l'État postcolonial a presque fini le sale boulot, entre guillemets, de l'État colonial, de l'administration coloniale. Puisque le travail d'achèvement, comme tu dis, de remblaiement, des coutumes a été réalisé en fait dans cette période. Mais en même temps, je t'ai vu, tu as participé aux assises de la justice récemment. Et le mot d'ordre était décoloniser la justice. C'était lutter contre les vestiges de colonialité qui résistent encore. Et il y avait donc une ambition de réconcilier la justice avec les Sénégalais. Et au-delà de l'épisode de 2021-2023, les arrestations, etc., je pense que c'était l'ambition était vraiment plus large que ce simple épisode. C'était vraiment, et je pense que c'est important de le prendre au mot, cette affaire de réconcilier la justice avec non pas les justiciables, mais les usagers, mais les citoyens. Et est-ce que tu pourrais nous aider comme on dit, à élaborer plus sur cette notion de réconciliation entre un système judiciaire et sa population en te fondant sur ce que tu viens de dire? Et si je peux le dire autrement, ça veut dire si on doit réformer, si on doit légiférer à nouveau pour toi, comment est-ce qu'il serait bon de s'appuyer non pas seulement sur du droit comparé international, la common law, le droit international, le droit français, mais comment est-ce qu'on s'appuie davantage sur ce droit coutumier? Comment est-ce que, et tu as eu des moments où tu parlais vraiment de la perception ou de la, ça c'est des éléments d'épistémologie sur la philosophie en fait qui fonde une justice. Comment est-ce que tu vois le nouvel exercice en fait qui attend le nouveau gouvernement sénégalais en matière de décoloniser en fait, de décolonisation du système judiciaire et de la justice? Merci, prof. Merci, Penda. C'est une excellente question. Je ne sais pas si tu vas être dessus ou pas. Pour moi, cette réconciliation, elle est ratée. Elle est ratée. Il y a une sorte de péché original. Je m'explique. Djandi a évoqué l'article que j'ai eu le plaisir à coécrire avec mes amis, les excellents Mohamed Aboulali de l'IFAN et Abdou Sek de l'UFR CRAC. Et dans cet article-là, on était 3 enseignants-chercheurs, chacun avec son profil,
Mohamed qui est de l'IFAN, Abdou qui est de l'UFRCAC et moi-même, mais je suis intervenu plus comme avocat, comme professionnel judiciaire que comme enseignant-chercheur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette réconciliation, elle ne peut réussir que si on interroge quelque chose d'extrêmement substantiel avec des répercussions potentiellement importantes, voire même en matière de diplomatie, d'éducation, d'université, c'est la langue. C'est la langue. Aujourd'hui, il y a 20% de Sénégalais qui parlent, comprennent, lisent le français. C'est-à-dire 20% de Sénégalais dont le français est pour eux une langue qui leur est intelligible. Aujourd'hui, la justice, elle repose essentiellement sur un instrument, sur un outil que l'on appelle la loi. La loi. Le législateur, de façon dogmatique, impose à tous les Sénégalais, qu'ils soient de Mbirkilan, de Brin-Seleki, de Kabrousse, de Mbacké Bawol, de Pikine, de n'importe où, le législateur leur impose ceci. Vous n'êtes pas censé ignorer la loi. Or, comment on peut raisonnablement baser une justice sur, comme le disent les politiciens, force reste à la loi, qu'on nous rabâche tout le temps, quand 80% des Sénégalais ne savent pas de façon raisonnable, prouvée, ne connaissent pas, ne savent pas, ne lisent pas et ne sont pas au courant de ces lois. Est-ce que raisonnablement on peut fonder une justice sur des lois que les gens sont supposés connaître alors qu'on sait tous qu'ils ne les connaissent pas? Regardez ce que ça donne comme scène de vie. Vous partez au tribunal, vous voyez un juge avec sa majesté, le procureur, les avocats qui parlent en français à des gens qui sont incriminés par des lois françaises, mais qui ne comprennent rien de ce que l'on raconte. Quand bien même il y a des interprètes. Donc, est-ce que c'est censé de dire que nul n'est censé ignorer la loi, alors que 80% des Sénégalais ignorent totalement la loi? Est-ce qu'une bonne justice peut se fonder raisonnablement sur un instrument que la majorité des Sénégalais ignorent royalement? Je vais même plus loin. Est-ce que finalement la défiance des Sénégalais envers les autorités judiciaires, légales, politiques, en d'autres mots, tout ce qui est institué par la loi, est-ce que cette défiance-là, on ne va pas chercher les raisons profondes sur le fait que ces lois, non pas seulement dans le fait qu'elles soient écrites en français, mais parce qu'elles sont écrites en français, elles comportent aussi une réalité qui ne nous est pas forcément familière. On ne va pas chercher la sève de la loi dans notre imaginaire collectif, dans nos réalités locales, mais on va la chercher ailleurs. Donc, pour moi, chercher à réconcilier la justice avec les Sénégalais impliquerait non pas de transcrire les lois. On peut les transcrire, mais les gens ne comprennent rien. Mais impliquerait d'aller plus loin. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je pense que la base est déjà faussée dès lors qu'on veut réconcilier une justice qui se fonde essentiellement sur des lois, lesquelles ne sont pas accessibles à 80% des Sénégalais. Et je crois qu'aujourd'hui, l'exercice à faire, ce n'est pas un exercice d'immédiateté, c'est un exercice qui requiert du temps long, c'est reprendre justement tout ce qu'on a pu avoir comme réalité juridique et judiciaire au Sénégal et de voir comment on peut les remettre dans l'arsenal législatif. Parce que ce que j'ai rappelé
à l'entame de mon propos, pour moi, elle est fondamentale. L'être humain, la dignité humaine, quels que soient les impairs, les méfaits, les à côté de la personne, elle doit toujours permettre à l'individu de retrouver sa place dans la société après qu'elle ait payé sa dette envers la société. Et la coutume a toujours veillé en cela, a toujours trouvé des mécanismes réparateurs, des solutions alternatives pour que la personne ne se retrouve pas tout le temps affligée, accablée par les erreurs qu'il a pu faire par le passé. Donc pour moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, Panda, mais pour moi, on ne peut pas parler de réconciliation tant que justement on ne va pas plus loin chercher les causes de la défiance. Et pour moi, la langue est un élément extrêmement important qu'il faut adresser. Excellent. Je ne veux pas monopoliser la parole. Et c'est un vaste chantier. J'aime beaucoup cette idée. C'est pas un exercice de traduction de la Constitution ou des codes. C'est un exercice sur le long terme et un chantier beaucoup plus complexe. Merci beaucoup, prof. Merci. Je vais rester sur la même veine par rapport à cette question. À mon niveau, pour ce qui est des défis méthodologiques que l'on rencontre souvent dans l'analyse de ces interactions entre tradition, religion et droit colonial, pour ce qui est des sources historiques ou juridiques qui permettent d'étudier les coutumes pénales au Sénégal sous la colonisation, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès à cette documentation? Tout à l'heure, vous nous avez parlé des archives. Alors, la documentation est extrêmement facile d'accès. C'est juste que les gens se limitent au centre de documentation, au pays, etc. Bon, moi, je suis juge, je suis très à l'aise pour le dire. Vous savez, nos centres de documentation et de trucs là, l'essentiel des ouvrages, c'est des ouvrages qui vont vous dire, donner des solutions à des problèmes. Mais si vous allez aux archives nationales, au CRDS, ici à Saint-Louis, à l'IFAN, toute cette documentation, elle est accessible. Hein? Elle est accessible. Et quand on veut vraiment réfléchir sur le droit, c'est pas les ouvrages de droit moderne qu'on va lire qui vont nous permettre d'interroger le droit par rapport à la réalité actuelle et par rapport même à ses perspectives. Il faut se replonger dans les archives et on va se rendre compte que jadis des problèmes parfois beaucoup plus complexes ont pu se poser à des époques différentes et les gens ont toujours su trouver des mécanismes pour les solutionner. Mais c'est aussi les tares de l'université sénégalaise, on est très orienté, bon, finances publiques, droit électoral, droit extractif maintenant qui est à la mode, etc., etc. Mais ce qui peut nous permettre justement de refaire société au sens où il faut un équilibre entre les règles, les sanctions, cet ensemble-là veille à cet équilibre. Pour moi, la solution aussi, c'est reprendre les archives et regarder ce qui a pu se passer jadis. Merci beaucoup, prof. Il y a ensuite une question un peu provocatrice qui dit Omar Dioum qui vous demande à quand le bouquin sur le thème pour instruire les non-initiés comme lui. Omar Dioum est un grand banquier au Sénégal qui est très curieux des choses, entre guillemets, intellectuelles, mais lui-même est en train de rédiger un bouquin que je devrais peut-être préfacer. En tout cas, je suis curieux et j'ai hâte de lire. C'est un grand banquier qui est... mais je vais lui répondre en off. D'accord, prof, c'est noté. On a aussi une question, hein. C'est une petite digression. Lorsque vous parlez du code de la famille, donc notre cher ami Insa Diop en a profité pour vous demander la question de savoir qu'on nous dit que le Sénégal a le meilleur code de la famille car ce dernier a été élaboré avec la participation et la complicité de certains guides religieux, sachant la contingence du droit positif dans ce domaine. Selon vous, quelles sont les améliorations à faire présentement? Alors, le code de la famille, comme je l'ai dit, j'ai fait une communication il y a peut-être quelques mois
intitulé Napoléon sort de ce code. Pour moi, le code de la famille n'est pas un bon code dans la mesure où je vais faire très direct et très simple, où il contient beaucoup de choses qu'on ne peut plus continuer à cautionner. Tout simplement. Je l'ai dit tantôt, certes, les guides religieux ont joué à l'époque le rôle qui était le leur. Mais en réalité, ils ont servi de prétexte à l'État du Sénégal pour moi, ce qu'ils qualifient de compromis, c'est en réalité le fait d'avoir endossé au Sénégal des choses qui étaient prévues pour la France du XVIIe, du XVIIIe siècle. Hein. La France de l'homme tout-puissant, de la puissance paternelle, de la France fille aînée de l'Église catholique, de l'empereur Napoléon. C'est ça qu'on a repris quasiment dans le code de 1972. Je n'aurai pas le temps de le développer plus amplement, mais je pense que les religieux ont joué le rôle qui était le leur, mais qu'ils ont beau dos parce que le législateur a pris le parti d'implémenter, d'endosser des réalités qui n'étaient plus valables en 1972, encore moins aujourd'hui. Merci beaucoup. On va revenir sur notre sujet en prenant la question de M. Mamadou Cissokho qui, dans une perspective d'une prise en compte des coutumes dans nos politiques publiques normatives, quelles sont selon vous les coutumes pertinentes à prendre en compte en matière pénale et de justice en général ici au Sénégal? Bon, je ne sais pas si... parce qu'aujourd'hui, en matière de justice au Sénégal, il y a un instrument qui est très usité dans les autres domaines du droit, mais qui l'est moins, voire pas du tout en matière de droit pénal. C'est la conciliation. C'est la conciliation en matière de droit de la famille. C'est une étape qui est extrêmement importante. En matière de droit du travail, il y a toujours une étape, une phase de conciliation. En matière commerciale aussi. Donc, je ne sais pas si en matière pénale, ce serait quelque chose qui serait pertinent à mettre en œuvre. Mais je me dis que pourquoi pas, c'est un instrument qu'on peut interroger et voir comment peut-être le transposer dans le domaine pénal. Parce que si on regarde bien, le fait de dire à l'époque que si vous commettez une infraction, qui dit infraction, dit naturellement victime. À la place de la sanction de mutilation ou de je ne sais pas quoi, on vous permet de payer votre forfait en joignant une réparation. Je pense que dans un contexte d'engorgement des prisons, c'est quelque chose qu'il faut peut-être interroger, en effet. Merci beaucoup. Avez-vous des recommandations pour la recherche et l'enseignement? Alors, pour la recherche et l'enseignement, moi, je trouve qu'il y a que l'université gagnerait à faire une sorte de, non pas, peut-être pas de synchronisation, mais en tout cas de promouvoir la transversalité. C'est peut-être, je le reconnais, ma double casquette de chercheur et de praticien qui me permet de voir les avantages de la transversalité. Mais aujourd'hui, je trouve que l'université, surtout depuis l'objectif LMD de faire de la professionnalisation, ne promeut pas suffisamment la transversalité. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi de saluer l'initiative LASPAT, Global Africa, tout ça, qui met ensemble des enseignants, des chercheurs issus de réalités différentes, dont le dialogue, les échanges, le contact va permettre à la science, va permettre à nos universités de rayonner davantage, d'explorer des thématiques jusque-là étrangères à la sphère académique.
Donc, si j'avais une recommandation, c'est vraiment la promotion de la recherche scientifique. Ce qui se fait en France, par exemple, le CNRS, l'IFAN devrait être doté davantage de moyens. Les enseignants qui font davantage de la recherche on ne devrait pas les obliger à être plus chercheurs qu'enseignants. Donc, pour moi, c'est plus ça, la promotion de la recherche et la promotion de l'interdisciplinarité et de la transversalité. Il faut que l'université s'ouvre à toutes les sortes de sciences. Il y a un grand auteur africain, Tanei Sikowatz, qui disait qu'il n'y avait pas de petits symboles ou de sous-symboles, un truc comme ça. Pour moi, l'université, c'est le lieu de confluence de tous les savoirs. Donc, tous les savoirs, quels qu'ils soient, doivent y être promus. Merci beaucoup, prof. Je pense que nous avons atteint notre temps, le temps qui nous a été imparti. Je rappelle que la professeure Mampenda Ba est la directrice de l'ASPAD. Si elle a un mot à dire, un mot de fin, peut-être de remerciement avant qu'on ne se dise au revoir. Mampenda. Merci beaucoup, Jandy. En réalité, cet exercice, prof Yamar, je pense que tu as compris, c'est aussi, au-delà de tout ce que tu viens de dire, hein, qui est très vrai et très important pour nous, créer cette communauté transdisciplinaire, interdisciplinaire, qui dialogue, qui a des objets communs, qui a des méthodologies différentes, mais qui arrive quand même à enrichir un objet précisément par la diversité de tous ces regards et de toutes ces méthodologies. Et tu vois aussi ce qu'on essaie de faire ici, c'est de valoriser les jeunes chercheurs. Donc, au lieu tu vois, que ce soit moi qui anime, c'est un doctorant qui s'intéresse à sa question, qui fait ce travail, d'aller chercher les auteurs. C'est très important. C'est eux qui vont chercher les profs, les chercheurs, les praticiens avec qui ils veulent entrer en conversation. C'est eux aussi qui font ce travail et cet effort de vous contacter. Moi, je joue vraiment un rôle de secrétariat dans les invitations, vraiment purement. Et puis, tu vois, même dans la discussion, je suis une simple invitée parce que c'est aussi quelque chose de très important que de préparer la relève. Parce que demain, l'université va être peuplée de ces jeunes chercheurs-là. Et plutôt on leur met la main à la pâte, plutôt ils seront passionnés. Et eux aussi, ils passeront en fait ces rituels qui sont importants dans l'académie. Donc, prof, vraiment merci de d'être pris au jeu, d'avoir répondu, d'avoir accepté de dialoguer avec un jeune chercheur de l'UCAD, toi qui es de Saint-Louis, je le rappelle, je le précise, qui est de notre maison. Et vraiment, merci. Formé à l'UCAD, Mampenda. Oui, mais bon, mais tu t'es épanoui à l'UGB. Absolument, absolument. Non, mais c'est une querelle c'est même pas une querelle, c'est juste une plaisanterie pour montrer. Et c'est ça c'est vraiment cette porosité et cette perméabilité, de nos espaces. Au fond, c'est une seule université sénégalaise qui existe. Absolument. Et c'est ça qui est important. Vraiment, merci infiniment. C'est toujours vraiment un honneur et de t'écouter. Tu es extrêmement profond et généreux dans tes propositions. Je prends vraiment très au sérieux les recommandations sur la recherche et l'enseignement. Je pense qu'il y a des choses à faire et le contexte nous donne peut-être la chance de changer les curricula, de changer les programmes de recherche et de faire les choses autrement. Et je sais que tu répondras à présent si l'invitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci, Panda. Absolument. Merci à vous tous. Et on se mettra tous à parler les langues locales, hein, je vous le dis. Merci infiniment. Merci. Prof Yamar, peut-être. Merci beaucoup. Je te remercie tout d'abord, hein, Mamadou Lamine Diandi, pour, comme l'a dit Panda, nous avoir permis d'être là ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir hein, que j'ai préparé ce thème. J'ai pas eu suffisamment de temps pour le faire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qui pouvaient être mieux illustrées. Mais je pense que nous aurons l'occasion sur ce thème-là ou sur d'autres
pour échanger. Je remercie le LASPAD, hein, mon ami et collègue Mampenda, d'avoir initié cette relation. Et je remercie également tous ceux qui nous ont écoutés du début à la fin et ceux qui ont pu se connecter. Et l'occasion se présentera, j'en suis sûr, pour explorer d'autres thèmes ou revenir sur celui-ci. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Prof. Yama. Tout le plaisir était pour nous. Nous vous remercions vraiment d'avoir accepté d'animer ce séminaire et d'avoir été si généreux dans le partage des connaissances. Nous espérons pouvoir bientôt renouveler cet exercice. Et d'ici là, chère communauté, aussi, nous vous disons merci pour votre présence et d'avoir enrichi cette discussion. Merci beaucoup à l'équipe technique derrière, voilà, qui nous permettent de tenir cette conférence. Donc, on sait qu'on est un samedi aussi et vous avez laissé énormément de choses pour être là. Donc, ça veut dire que ça vous intéresse, ça vous passionne. Donc, gardons ça en cap et on se donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, pour la suite de nos cycles de séminaires doctoraux avec la LASPAD. Bien à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bon week-end.